La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 46.3. Le climateré, 3. Les années d'apogée, partie 2. Les trois rivaux de New York commencèrent à surenchérir entre eux pour le vote juif. 500 sionistes se rassemblèrent à New York, 25 octobre, annoncèrent qu'ils étaient choqués par l'annulation de l'aide à Israël et exigèrent que le gouvernement reconsidère et renverse son hâtive et injuste décision. Le candidat républicain télégraphia à Washington pour demander une entrevue immédiate avec le secrétaire d'État. À son issue, il assura aux électeurs inquiets une aide économique complète sera donnée à Israël. New York Times, 26 octobre, et dit qu'elle se montrait en tout à 63 millions $. Malgré cela, il ne fut pas élu. Entre-temps, les directeurs du Parti républicain vociféraient à la porte du président, menaçant de ce qui se passerait aux élections de 1954 s'il ne se rétractait pas. Le 28 octobre, il capitula, une déclaration officielle annonçant qu'Israël recevrait la somme qui lui avait été assignée auparavant, dont 26 millions $ dans les 6 premiers mois de l'année fiscale, sur un total d'environ 60 millions $. Le candidat républicain à la mairie de New York accueillit cela comme la reconnaissance du fait qu'Israël est un bastion sûr de la sécurité du monde libre au Proche-Orient, et comme un acte de diplomatie mondiale, typique du président Eisenhower. La véritable illustration de ce qui avait provoqué cet acte fut donnée par M. John O'Donnell dans le New York Daily News, le 28 octobre. Les hommes politiques de profession ont tenté de lui mettre la main dessus pour de bon. Ike n'a pas du tout aimé ça, mais la pression était si violente que pour maintenir la paix au sein de la famille, il a dû faire marche arrière. Et cette volte-face, politiquement et personnellement, est pratiquement la plus maligne et rapide qu'on ait vue dans cette capitale politique mondiale depuis bien des mois. Depuis une semaine, la pression sur les candidats, qui courent après l'énorme vote juif à New York City, est terrible. L'éducation politique du président Eisenhower a changé à une vitesse vertigineuse ces 10 derniers jours. Néanmoins, le Parti républicain a bien perdu le contrôle du Congrès aux élections de 1954, ceci étant le résultat familier et invariable de ces capitulations, et après d'encore plus importantes capitulations, il subit un échec encore plus grand en 1956, lorsque son candidat désigné, à nouveau M. Eisenhower, fut réélu président. Après cela, le gouvernement américain ne s'aventura plus jamais à réprimander son protégé, durant la longue série d'actes tout aussi horribles, les uns que les autres commis par ce dernier, et à l'anniversaire de la création d'Israël, 7 mai 1954, l'armée israélienne exposa fièrement les armes reçues des États-Unis et de Grande-Bretagne, une exhibition gigantesque de chars américains et britanniques, de jets, de bombardiers et de chasseurs fut alors offerte à la vue. Les États-Unis avaient rapporté le 12 août 1952 qu'Israël avait droit à une aide à l'armement, et le 17 janvier 1952, la Grande-Bretagne autorisa l'exportation d'armes vers Israël par des fournisseurs privés. 2 années de calme relatif suivirent, mais ce n'était que le silence des préparatifs. La prochaine série d'événements était manifestement en train d'être organisée pour l'année de la prochaine élection présidentielle, en 1956. En mai 1955, le mois où Sir Anthony Eden succéda à Sir Winston Churchill en tant que Premier ministre d'Angleterre, le secrétaire d'État américain, M. John Foster Dulles, comme M. Balfour 30 ans auparavant, visita enfin le pays qui ruinait la politique étrangère américaine, comme il avait ruiné celle de l'Angleterre. Après son expérience avec la réprimande, si rapidement encaissée, il dut réaliser qu'il avait affaire à la force la plus puissante au monde, suprême dans son propre pays, et dont Israël n'était que l'instrument utilisé pour diviser et dominer les autres. Comme M. Balfour, il fut accueilli par des émeutes arabes quand il s'aventura hors de la Palestine. En Israël, peu d'Israéliens le virent, on le poussa dans une voiture fermée, entourée d'une ceinture de policiers, de l'aéroport jusqu'à Tel Aviv. L'opération de police dédiée à son escorte et à sa protection fut appelée « Opération Kitavo », Kitavo étant l'hébreu pour « lorsque tu seras entré ».
C'est une allusion au Deutéronome 26, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu serais son peuple spécial, comme il te l'a dit, et que tu observerais tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Ainsi, un secrétaire d'État américain dans l'Israël sioniste n'était-il considéré que comme un personnage mineur dans la grande saga de l'accomplissement de la loi lévitique. M. Dallas, à son retour, dit qu'il avait trouvé que les Arabes craignaient le sionisme plus que le communisme, une évidence, les Arabes avaient lu la Torah et témoigné de son application littérale sur eux-mêmes à Der Yassin et Kibia. Il dit lors d'un programme télévisé, selon l'Associated Press, 1er juin 1953, les États-Unis respectent fermement la déclaration de 1950 faite conjointement avec la Grande-Bretagne et la France, elle engage les trois nations à agir au cas où les frontières israéliennes actuelles seraient violées par toute action militaire, la célèbre déclaration tripartite. Je n'ai pu découvrir si M. Dallas a bien dit cela ou si ses propos furent déformés. La déclaration était censée être impartiale et garantissait les frontières du Moyen-Orient et les délimitations de l'armistice, non, les frontières israéliennes, mais c'était ce genre d'information qui parvenait toujours jusqu'aux Arabes et en réalité, l'erreur verbale, ou la déformation des propos, s'approchait beaucoup plus de la réalité manifeste de la situation. À nouveau, les générations passaient, mais l'ombre grandissante du sionisme s'abattait plus lourdement sur chaque nouvelle génération. Sir Winston Churchill, ses facultés finissant par baisser, abandonna son poste à l'homme auquel il l'avait déjà conféré à la manière d'un potentat décidant de la succession. Je ne prends aucune mesure dans les affaires publiques sans consulter M. Eden, il reprendra le flambeau du conservatisme quand d'autres mains plus vieilles l'auront laissé tomber. Ceci étant le cas, Sir Anthony hérita sans doute du soutien inconditionnel de Sir Winston à l'accomplissement des aspirations du sionisme, et il se pourrait bien qu'il ait souhaité que le flambeau se trouve en d'autres mains, car ce dernier ne pouvait que détruire et non éclairer le conservatisme et l'Angleterre. Du moment où Sir Anthony accéda à la fonction pour laquelle toute sa vie l'avait préparé, son administration souffrit beaucoup du problème du Moyen-Orient, de sorte que la fin de sa carrière politique semblait vouée à être aussi malheureuse que celle de M. Roosevelt et de M. Woodrow Wilson. Et aussi, le scribe pourrait ajouter, celle du président Eisenhower. En septembre 1955, il fut terrassé par une crise cardiaque, NDT, et même s'il s'en remit, ses photos commencèrent à présenter les traits qui étaient apparus sur celles d'eux-mêmes. Roosevelt et Woodrow Wilson vers la fin de leur mandat. La pression que ces hommes puissants en apparence doivent supporter en ce siècle juif, semble avoir quelque effet qui se révèle sur un visage rongé par les soucis. Ils sont entourés de faiseurs de louanges, mais s'ils essaient de suivre leur conscience et de faire leur devoir, on les oblige avec acharnement à rendre des comptes. Après sa première expérience, l'attente générale était qu'Eisenhower ne se présenterait pas une deuxième fois. Ce n'était pas un républicain, et durant son premier mandat il se sentit mal à l'aise en président républicain. En vérité, peu après son investiture, ses tracas avec la puissante aile droite du parti, en d'autres mots, avec les républicains traditionnels, qui étaient pour le sénateur Taft, atteignirent de tels extrêmes que pendant un temps, il réfléchit longuement à l'idée d'un nouveau parti politique en Amérique, un parti auquel les personnes ayant la même philosophie, indépendamment de leur affiliation précédente, pourraient se rallier. Il commença par demander à ses associés les plus intimes s'il ne fallait pas qu'ils se mettent à réfléchir à un nouveau parti. Tel qu'il l'imaginait, un tel parti aurait avant tout été son parti. Il aurait représenté les doctrines, internationales et nationales, qu'il croyait être les meilleures pour les États-Unis et à vrai dire pour le monde. 83. Cette révélation significative est tirée d'un livre, Eisenhower, de Inside Story Eisenhower, l'histoire vue de l'intérieur, NDT,
publié en 1956 par un correspondant à la Maison-Blanche, M. Robert J. Donovan, manifestement selon les vues de M. Eisenhower, car il est basé sur les comptes rendus des réunions du cabinet et d'autres documents concernant des rapports hautement confidentiels au plus haut niveau. Rien de la sorte ne fut jamais publié en Amérique auparavant, et l'auteur n'explique pas les raisons de cette innovation. Certaines choses y sont rapportées, que les membres du cabinet du président n'auraient probablement pas dites s'il avait su qu'elles seraient publiées, par exemple, la suggestion facétieuse qu'un certain sénateur Bricker et ses partisans, qui réclamaient avec force un amendement constitutionnel pour limiter le pouvoir du président de conclure des traités, et ainsi le soumettre à un fort contrôle de la part du Congrès, soit atomisée. Il n'abandonna cette idée que lorsque la mort du sénateur Taft laissa le Parti républicain sans leader naturel et lorsque le Sénat, sur incitation personnelle du président, condamna le sénateur Joseph McCarthy du Wisconsin pour son attaque fervente du communisme au sein du gouvernement. La colère publique suscitée par la révélation de l'infestation communiste de l'administration sous les présidents Roosevelt et Truman fut l'une des causes principales du revirement des votes en faveur du Parti républicain et de son candidat, M. Eisenhower, en 1952. Ainsi, à la fin de l'année 1955, une année d'élection présidentielle était-elle à nouveau imminente, dans des circonstances que le pouvoir dominant en Amérique avait toujours trouvées idéales, un président souffrant, des politiciens de partis avides de « vote juif », une situation de guerre au Moyen-Orient et une autre en Europe. Dans une telle situation, la pression politique intérieure, dans la capitale du pays le plus riche et le mieux armé du monde pouvait pratiquement produire n'importe quel résultat. Les directeurs du Parti républicain, voulant à tout prix conserver au moins un républicain nominal à la Maison-Blanche s'ils n'arrivaient pas à obtenir une majorité au Congrès, se rassemblèrent autour d'un homme malade et le poussèrent à se présenter. 84 Les événements nationaux les plus significatifs du premier mandat du président Eisenhower, à la lumière du fait que son élection exprimait principalement le désir des votants américains, en 1952, de redresser l'infestation communiste avérée au gouvernement et de combattre la menace d'agression communiste, furent la condamnation de l'instigateur le plus obstiné, le sénateur McCarthy, condamnation qui reçut les encouragements et l'approbation personnelle du président, et la décision de la Cour suprême des États-Unis en 1955, qui niait le droit des 48 États individuels de prendre des mesures contre la sédition et réservait cela au gouvernement fédéral. Cette décision, si elle entre en vigueur, réduira grandement le pouvoir de la République à lutter contre la sédition, les protocoles. Le troisième événement national important fut la décision de la Cour suprême contre la ségrégation des élèves blancs et noirs dans les écoles publiques, qui de fait était dirigée contre le Sud et, si elle était appuyée, pourrait produire des résultats violemment explosifs. Ces événements attirèrent l'attention sur la position spéciale occupée aux États-Unis par la Cour suprême, à la lumière du fait que les nominations y sont politiques, et non la récompense d'une vie de service dans une magistrature indépendante. Dans ces circonstances, la Cour suprême, sous le président Eisenhower, montra des signes d'évolution en un corps politique suprême. Polybureau suprême serait un mot assez approprié, capable de prévaloir sur le Congrès. L'adjoint du ministre de la Justice des États-Unis, M. Simon E. Sobloff, déclara en 1956, « Dans notre système, la Cour suprême n'est pas seulement le juge des controverses, mais dans le processus de jugement, elle est en de nombreux points le décisionnaire final de la politique nationale », cité dans le New York Times, 19 juillet 1956. La véritable campagne commença, comme toujours, une bonne année avant l'élection elle-même. En septembre 1955, le gouvernement égyptien du président Gamal Abdel Nasser passa un contrat avec l'Union soviétique pour l'achat d'armes. La déclaration tripartite américano-franco-britannique de 1950 stipulait qu'Israël et les États arabes pouvaient acheter des armes à l'Occident. Le président Nasser,
pour justifier son acte, déclara, 16 novembre 1955, qu'il n'avait pas réussi à obtenir une seule pièce d'armement de la part des États-Unis en 3 ans de tentatives, et accusa le gouvernement américain de tentative délibérée de maintenir perpétuellement les Arabes à la merci d'Israël et de ses menaces. Cet achat égyptien d'armes aux soviétiques produisit une tempête de protestations immédiates à Washington et Londres similaire à celle qui s'était élevée en 1952 à Troyes à propos du procès des docteurs juifs. Le président Eisenhower fit appel à l'Union soviétique pour différer l'expédition d'armes vers l'Égypte. La majeure partie de ces armes venait de l'usine d'armement de Škoda en Tchécoslovaque, qui était tombée sous possession soviétique en conséquence des accords de Yalta de 1945 et qui avait fourni les armes permettant à Israël de s'installer en 1947 à 8 et d'acclamer les soviétiques comme des libérateurs. À Londres, le même jour, 9 novembre 1955, Sir Anthony Eden accusa l'Union soviétique de créer des tensions guerrières au Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères britannique, M. Harold Macmillan, se plaignit de l'introduction d'un nouveau facteur inquiétant dans cette situation délicate. Pour les Arabes, toutes ces paroles venues d'Occident signifiaient ce qu'elles avaient toujours signifié, qu'on donnerait des armes à Israël et qu'on les refuserait aux Arabes. Après cela, la campagne de propagande enfla jour après jour, de la même manière que celle de 1952 à Troyes, jusqu'à ce qu'en quelques semaines, le souvenir des 3 années d'attaques israéliennes des pays arabes et les condamnations de celles-ci par les Nations Unies aient été effacées de l'esprit public. À sa place, le lecteur moyen reçut l'impression quotidienne qu'Israël désarmé, par la faute de l'Occident, était laissé à la merci de l'Égypte, armée jusqu'aux dents grâce aux armes rouges. À ce stade précoce, la vérité de l'affaire fut publiée une fois, une importante autorité militaire américaine, M. Anson W. Baldwin, parlant de la fourniture d'armes américaines à Israël, dit: nous essayons de maintenir un équilibre très difficile entre les Israéliens et les Arabes. Ce n'est pas actuellement, et il est peu probable que ce le soit bientôt, un véritable équilibre dans le sens où les deux bords possèdent une force militaire équivalente. Aujourd'hui, Israël est nettement supérieur à l'Égypte, et à vrai dire, à la force combinée de l'Égypte, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, du Liban, de la Syrie et de l'Irak. New York Times, 11 novembre 1955. On ne permit plus à cette vérité d'atteindre les masses lisant les journaux dans les 11 mois qui suivirent, en tous les cas d'après mes observations, 85. Cependant, 14 mois plus tard, 4 janvier 1957, après l'attaque de l'Égypte, M. Anson Baldwin, écrivant depuis le Moyen-Orient, confirma la continuité de la prédominance militaire d'Israël. Sans défense, Israël est, depuis 1949, la puissance militaire indigène la plus forte de la région. Elle est plus forte aujourd'hui, comparée aux États arabes, qu'elle ne le fut jamais auparavant. Elles furent maintenues perplexes par la clameur grandissante à propos des « armes rouges pour les Arabes », qui donnait le ton pour les 2 campagnes électorales, pour le Congrès et pour la présidence, commençant alors, 86. La fourniture d'armes par la Tchécoslovaquie soviétique fit que les Juifs d'Israël et d'ailleurs se tournèrent vers les Soviétiques en tant que libérateurs. Jewish Times de Johannesburg, 24 décembre 1952. Tous les candidats à la présidence du côté des démocrates, messieurs Est Kefauver, le gouverneur arriment de l'État de New York, Stuart Symington et Adlai Stevenson, firent des déclarations incendiaires dans ce sens. 87. L'État d'Israël sera défendu si nécessaire avec une aide extérieure massive. Le gouverneur arriment, New York Times, 23 mars 1955. À un moment, un comité sioniste américain réfléchit à une manifestation à Denver, mais se ravisa. Le président y était à l'hôpital après son attaque, et à la place aborda tous les candidats des 2 partis, pour leur demander de signer une déclaration de politique contre la subvention d'armes à tout État arabe. 120 candidats au Congrès signèrent sur le champ, et plus tard le nombre atteignit 102 pour les démocrates et 51 pour les républicains. New York Times, 5 avril 1956.
L'excès de signataires démocrates explique la déclaration faite au Congrès sioniste mondial à Jérusalem le 26 avril par M. Yitzhak Gruenbaum, un important homme politique israélien et ex-ministre. Israël n'obtiendra pas de soutien des États-Unis aussi longtemps que la direction républicaine sera aux commandes. C'était, de la part d'Israël, la demande publique que les Juifs américains votent pour les démocrates, et la croyance des directeurs de partis américains dans le pouvoir du « vote juif » aux États-Unis fut renforcée, à cette occasion, par le succès des démocrates à l'élection au Congrès, succès désiré par M. Gruenbaum à Jérusalem. Dans ce climat de pression sur un président souffrant par le biais des directeurs de parti et d'une campagne de plus sûre, la persécution des Juifs, symbolisée, cette fois, par Israël, l'année de l'élection présidentielle commença. Dès le début, les observateurs expérimentés virent qu'elle avait été choisie, comme les années des élections présidentielles précédentes, comme une année de crise montante organisée qui pourrait exploser en guerre générale. La base de tous les calculs était la pression politique intérieure, qui pouvait être exercée sur le gouvernement américain et ses actions. Dans le monde réel, l'année débuta, typiquement, par une nouvelle condamnation unanime, 19 juin 1956, d'Israël pour une attaque délibérée et flagrante, celle de la Syrie, le 11 décembre 1955. C'était la 4e condamnation majeure en 2 ans et elle arriva au moment où la campagne de propagande à propos de l'absence de défense d'Israël et l'agression arabe battait déjà son plein en Occident. À la même période, un état d'urgence national fut déclaré en Israël. L'attaque sioniste s'en prit alors au noyau de représentants officiels responsables du département d'État américain qui, comme ceux du ministère des Colonies et du ministère des Affaires étrangères britanniques lors de la génération précédente, tentaient d'éviter les engagements périlleux envers Israël. En novembre 1955, l'organisation sioniste religieuse la plus importante au monde, l'organisation Mizrahi d'Amérique, avait déclaré à Atlantic City Chou, une clique d'éléments anti-israéliens au département d'État des États-Unis, était en train de bloquer l'aide effective des États-Unis à Israël. Ceci est, mot pour mot, la plainte faite par le Dr Chaim Weizmann contre les représentants officiels britanniques sur une période de 3 décennies, 1914 à 1947. Lors de l'année de l'élection présidentielle de 1956, l'homme qui reprit le fardeau en Amérique fut M. John Foster Dulles, le secrétaire d'État. Immédiatement après la condamnation d'Israël par le Conseil de sécurité de l'ONU, en janvier, M. Dulles annonça qu'il était en train d'essayer d'obtenir l'accord des principaux hommes politiques démocrates pour maintenir la question israélo-arabe, en dehors du débat durant la campagne électorale présidentielle, 24 juin 1956. Le New York Times commenta « On sait que M. Dulles s'est plaint que les représentants de l'ambassade israélienne aux États-Unis ont cherché à persuader les candidats au Congrès de prendre une position favorable à la cause israélienne. Le secrétaire désire vivement qu'aucun des deux partis ne complique les délicates négociations pour une solution au Moyen-Orient en débattant de la question israélienne pour des avantages personnels ou partisans, lors de la campagne électorale. Particulièrement, il craint que quelque chose ne soit déclaré pendant la campagne présidentielle qui pourrait inciter les Israéliens à penser que les États-Unis pourraient tolérer ou collaborer à une invasion israélienne des territoires arabes. » Ainsi, M. Dulles se plaignait-il de la « pression politique » rapportée par le président Truman dans ses mémoires, 88. Entre-temps, un autre livre était sorti, de UN. Record les archives de l'ONU, NDT de M. Chesley Manley, qui racontait que 4 officiels supérieurs du service diplomatique américain, rappelés du Moyen-Orient à Washington durant les élections au Congrès de 1946 afin d'être consultés sur la question palestinienne, avaient exposé le cas arabe et reçu cette réponse du président Truman : « Désolé, messieurs, je dois répondre à des centaines de milliers de personnes qui attendent avec impatience la victoire du sionisme, je n'ai pas des centaines de milliers d'Arabes parmi mes électeurs. » La soumission de M. Truman à la pression sioniste lorsqu'il était en fonction, et ses plaintes sur le sujet une fois en retraite, sont ainsi archivées toutes les deux.
et tenta-t-il, en 1956, ce que M. Forrestal avait tenté en 1947, au prix d'une destitution, d'une dépression et d'un suicide. Il fut immédiatement attaqué par la presse, autant en Amérique qu'en Angleterre, de la même manière que M. Ernest Bevin et M. Forrestal dans les années 1947 à 8. Il reçut une lettre réprobatrice un groupe de membres républicains au Congrès, auxquels il répondit d'un ton apaisant, 7 février 1955, que « la politique étrangère des États-Unis inclut la préservation de l'État d'Israël. Nous n'excluons pas la possibilité de vendre des armes à Israël. » Entre-temps, il avait péché davantage, car le Jerusalem Post, qui en 1956 était une sorte de court-gazette des capitales occidentales, annonça qu'il avait commis un acte mineur mais inamical. Il a reçu pendant 45 minutes une délégation du Conseil américain pour le judaïsme, 89. Voilà un exemple, dans la nouvelle génération, de l'interférence étrangère, entièrement venue des Juifs, dont le docteur Weizmann se plaignait amèrement à la génération prédécente. Le Conseil américain pour le judaïsme craignait et combattait l'implication de l'Occident dans le chauvinisme sioniste. Il était dirigé par M. Lessing Rosenwald, ancien président de la grande maison de commerce de Sears, R.B. Company, NDT, et le rabbin Elmer Berger. Lors d'un meeting à Chicago à cette période, le Conseil décida que les mémoires du président Truman confirment que les pressions sionistes, cataloguées comme venant des Juifs américains, étaient excessives au-delà de la bienséance et offraient le spectacle de citoyens américains promouvant les causes d'un nationalisme étranger. Le lecteur, s'il se réfère au chapitre précédent, verra avec quelle précision la situation en Angleterre en 1914 à 1917 avait été reproduite en Amérique en 1947 à 8 et à 1955-6. Le Conseil sioniste américain protesta immédiatement contre la proposition de M. Dulles que la question palestinienne soit maintenue en dehors du débat durant l'élection présidentielle. Son président, un certain rabbin Irving Miller, qualifia cela de « vision erronée », le fait qu'un segment particulier de la politique étrangère soit retiré de l'arène du débat public libre et sans entrave. Quant à cette absence d'entrave, les rares allusions suivantes à la situation actuelle apparurent à cette époque dans la presse américaine. Les querelles d'Israël avec ses voisins ont été transférées à chaque tribune américaine, où le simple fait d'expliquer pourquoi les Arabes ressentent ce qu'ils ressentent fait de vous un candidat à l'anéantissement professionnel. Miss Dorothy Thompson, une politique pro-égyptienne ne donnera aucune voix aux républicains dans le New Jersey, le Connecticut ou le Massachusetts, et lorsqu'on discute avec des hommes politiques de profession, on entend peu parler de la question. Monsieur George Sokolsky, les cerveaux politiques soutiennent que pour obtenir le vote juif dans des États aussi cruciaux que New York, le Massachusetts, l'Illinois, le New Jersey et la Pennsylvanie, les États-Unis devraient apporter un soutien total contre les Arabes. Monsieur John O'Donnell. Le développement suivant fut une annonce dans le New York Times, 21 février 1956, que M. Dulles devrait faire face à une enquête sur la politique étrangère, demandée par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, pour enquêter sur les tournants et les virages de l'administration dans sa politique d'armement au Moyen-Orient. M. Dulles parut comme prévu devant la Commission, 24 février 1956, et cela mena à un incident significatif. Habituellement, le public en Amérique et en Angleterre est défendu d'exprimer toute opinion défavorable sur l'aventure en Palestine, qui lui coûte si cher. Les candidats à l'élection ne peuvent espérer être désignés par le parti s'ils ne souscrivent pas à la vision sioniste, et la presse en général refuse de publier toute autre vision. À cette occasion, le représentant responsable au cabinet donna une audience constituée d'autant d'Américains que pouvait en contenir l'espace réservé aux spectateurs, et ils l'ovationnèrent à son entrée, pendant qu'il parla, et à sa sortie. La raison de ces ovations était claire, et l'incident montrait comment le public occidental réagirait si leur leader politique faisait jamais appel à eux franchement concernant cette question.
M. Dallas dit entre autres choses, une des plus grandes difficultés auxquelles les États-Unis doivent faire face dans leur rôle de tentative de médiation entre Arabes et Israéliens est la croyance du monde arabe selon laquelle l'approche de Washington serait guidée par des pressions politiques internes. Il y avait le danger que les Israéliens précipitent ce qu'on appelle une guerre préventive. Si cela se produisait, les États-Unis ne s'engageront pas aux côtés d'Israël, parce qu'ils ont des engagements avec leurs alliés, s'opposer à toute nation qui commencerait une agression au Moyen-Orient. Il suggéra plusieurs fois que les pressions politiques internes étaient exercées pour tenter de forcer l'administration à prendre une tournure excessivement et imprudemment pro-israélienne au Moyen-Orient. Ce qui était applaudi alors était clair, et c'était la première allusion officielle et publique, devant une assistance grand public, à la poigne qui maintient l'Occident en servitude. La manifestation d'approbation publique ne diminua pas les pressions dont M. Dallas se plaignait. Quelques semaines plus tard, 12 avril 1956, il fut interpellé devant les leaders du Congrès pour faire un compte-rendu sur le Moyen-Orient et leur dit « Je crains qu'il ne soit trop tard pour une solution pacifique ». Il indiqua que les deux facteurs clés dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient étaient en conflit, à savoir la rétention des immenses ressources de pétrole de la région à des fins militaires et économiques en Europe de l'Ouest. Ces ressources se trouvent actuellement dans les pays arabes, et la préservation d'Israël en tant que nation. Le leader de la Chambre des démocrates, M. John McCormack, demanda alors sur un ton péremptoire, quelle politique est prioritaire, sauver Israël, ou conserver la mainmise sur le pétrole? Par sa réponse, nous essayons de faire les deux. M. Dallas montra que tout l'Occident était plus profondément que jamais prisonnier du dilemme insoluble créé par la participation originelle de la Grande-Bretagne au sionisme. Dans l'effort vain de faire les deux, M. Dallas empira bientôt les choses. Apparemment, il n'avait jamais eu aucun espoir que sa proposition originelle réussirait. Il poussa un beuglement de rire sardonique, quand on lui demanda, lors d'une conférence de presse à la même époque, s'il croyait vraiment qu'il pourrait faire retirer la question israélo-arabe de la politique. Au moment même où il parlait devant la commission du Sénat, ses spectateurs auraient-ils applaudi? S'il avait su, on était en train d'imaginer la méthode par laquelle l'Amérique pourrait annoncer officiellement qu'elle ne fournirait pas du tout des armes au Moyen-Orient, et en même temps garantirait qu'Israël reçoive de telles armes, lui permettant de lancer la guerre préventive, que le secrétaire d'État craignait. Le moyen était similaire à celui utilisé dans le cas des réparations de l'Allemagne de l'Ouest, qui furent exigées sous la pression américaine et assuraient l'approvisionnement d'Israël en argent ou en biens sans que cela n'apparaisse dans aucun budget américain.